Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre chapitre intitulé Problème des satisfactions des contraintes. En anglais, c'est CSP, Constraint Satisfaction Problem. Ce chapitre, c'est un chapitre qui est vraiment important parce que dans la vie courante, tout ce que nous avons comme problème, c'est souvent des problèmes avec contraintes. Et maîtriser l'algorithme de base dans ces chapitres nous aiderait à résoudre pas mal de problèmes. La résolution de problèmes des satisfactions des contraintes peut être vue comme un cas particulier de la recherche heuristique. Rappelez-vous, quand nous avons fait le chapitre intitulé Les algorithmes de recherche, nous avons parlé de deux grandes familles d'algorithmes, les algorithmes dits traditionnels avec des méthodes comme parcours en largeur, en profondeur, et les algorithmes qu'on a dit heuristiques qui utilisent d'autres techniques pour gagner du temps, tels que les A-étoiles et l'algorithme des gloutons ou hill climbing. D'accord? Donc, si nous parlons de problèmes, résolution de problèmes, nous pouvons aussi voir le problème des CSP comme un cas particulier, utilisant beaucoup plus l'approche heuristique. Donc, la structure interne pour un problème donné de satisfaction de contraintes demande à ce qu'on puisse avoir un état, c'est-à-dire un ensemble de variables avec des valeurs correspondantes, et la transition entre ces différentes variables doit tenir compte de ce qu'on appelle les contraintes. Ça veut dire les différentes valeurs qui doivent être vérifiées ou acceptées. Donc, si nous devons modéliser un problème de CSP en utilisant des approches mathématiques, nous pouvons dire que c'est le problème qui sera défini comme suit. Premièrement, nous avons un ensemble de variables, d'accord, qui seront x1, x2, x3, ça peut aller même au-delà. Un domaine pour chaque variable, d'accord, ça peut être le même domaine pour toutes les variables ou chaque variable associée à son domaine particulier, et une contrainte spécifique qui sera définie par une équation, d'accord. Cette équation peut être par exemple la somme de ces deux premières variables est égale à la troisième variable, d'accord. Donc si vous avez un problème pareil, quelles sont les solutions possibles, d'accord, sachant que D1, D2, D3 peut prendre des valeurs allant de 1 jusqu'à 3, on ne peut pas aller au-delà, d'accord. Ça veut dire que je peux par exemple avoir 1, 1, 2, parce que 1 plus 1 va me donner 2. Je peux avoir 1, 2, 3, d'accord. 1 plus 2, ça va être 3. Comme je peux avoir 2, 1, et qui va me donner 3. Donc, j'aurai 3 cas de possibilités, d'accord. C'est ça un peu l'approche. Parce que si vous donnez ici x1 prend 2, x2 prend 2, la somme sera 4. 4 ne figure pas dans le domaine des valeurs. Donc, si nous devons modéliser formellement un problème de CSP, nous devons tenir compte de nombre de variables. D'abord, quelles sont les variables que nous allons utiliser? Pour chaque variable, dans quel ensemble la variable va puiser ses valeurs? Ça veut dire le domaine. Et un ensemble fini de contraintes sur les variables. D'accord? L'énoncé. Rappelez-vous quand vous étiez en train de résoudre le problème des inéquations, d'accord? Les inéquations, ce sont des problèmes avec contraintes, d'accord? Il y a une contrainte qui est exprimée à droite de l'inégalité inférieure ou égale à 2, supérieure ou égale à x, ou bien l'équation, c'est aussi un problème de satisfaction de contraintes. Donc, un état d'un problème CSP est défini par une assignation, d'accord? Une assignation de valeur à certaines variables. Donc, rappelez-vous toujours de ces mots assignation. Assigner, c'est attribuer. Donc, quand on assigne une valeur à une variable, ça veut dire que la variable reçoit cette variable. Plutôt, la variable reçoit cette valeur. D'accord? Ça peut être un nombre, ça peut être une couleur, ça peut être un temps de travail, l'emploi du temps, ainsi de suite. D'accord? On peut parler de l'affectation ou assignation. Donc, une assignation qui ne viole aucune contrainte est dite consistante ou légale. D'accord? Le mot consistant reviendra souvent. Retenez ces mots-là, consistant. Donc, une assignation, par exemple, à x, on affecte la valeur 1. Comme 1 est dans le domaine, donc
cette assignation est consistante. Donc, ça ne viole aucune contrainte. Et une assignation maintenant est complète si elle concerne toutes les variables. D'accord? Une assignation est complète si elle concerne toutes les variables. Maintenant, on parlera d'une solution si l'assignation est complète et consistante. D'accord? La solution, par exemple, si nous revenons ici, 1, 1, 2, c'est une solution qui est comment? Complète, ça veut dire chaque variable a reçu sa valeur, et consistante, ça ne viole aucune contrainte. Donc, parfois, en cas de plusieurs solutions, la solution doit en plus maximiser une fonction objectif. Bon, on peut dire maximiser ou minimiser, d'accord? Tout dépend de la fonction d'optimisation. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, si vous avez plusieurs solutions, comme les cas ici, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, donc tout dépendant de ce qu'on cherche. Si on cherche que x3 soit le plus minimal possible, donc la réponse sera 1, 1, 2. Mais si on cherche x3 soit le maximal possible, donc on pourra donner 2, 1, 3 ou 1, 2, 3. Donc tout dépendra de l'énoncé du problème. Donc une contrainte est une relation logique entre différentes inconnues appelées variables. D'accord? Chacune prenant ses valeurs dans un ensemble appelé domaine. Donc vous avez des contraintes. Les contraintes vont représenter des relations entre les variables. D'accord? Et les différentes valeurs des variables proviendront d'un domaine bien défini. Ainsi, une contrainte restreint les valeurs que peuvent prendre simultanément les variables. Grâce à la contrainte, on sait au moins qu'on ne peut pas aller au-delà de telle valeur. Donc, les valeurs sont limitées. Par exemple, la contrainte est que vous n'avez que 8 heures de travail par jour. Donc, si on vous affecte un emploi du temps, par semaine, le volume de travail est de 40 heures. Donc, vous ne pouvez pas dépasser 40 heures. Donc, le domaine, c'est de 0 à 40 heures. Soit vous ne travaillez pas ces 0 dans la semaine. Si vous travaillez, donc vos valeurs doivent être comprises entre 0 et 40. Au-delà des 40, on parle des heures supplémentaires. OK? Donc là, ça sera un autre demande de plus. Donc la relation entre les variables et les contraintes sont représentées sous forme d'équation ou inéquation. Maintenant, on parlera pour une contrainte des degrés de la contrainte. Le mot qui sera utilisé, c'est beaucoup plus l'arité. Donc l'arité d'une contrainte, c'est le nombre de variables sur lesquelles elle porte. D'accord? Si la contrainte porte sur une seule variable, on parlera d'une contrainte linéaire. D'accord? Si la contrainte porte sur deux variables, on parlera d'une contrainte binaire. Ternaire si elle porte sur trois variables. Par exemple, x plus y inférieur à 3 fois z moins 4. Donc, nous avons trois variables et cette contrainte, c'est une contrainte ternaire. On parlera de nr si son arité est égale à n. Donc, 4, 5, 6, donc ça dépendra, le n varie. OK? Donc, retenez ces quelques définitions. Donc, on distingue différents types de contraintes en fonction du domaine des valeurs de variables. Donc, les contraintes peuvent être des contraintes numériques. Donc, si on utilise des opérateurs de comparaison tels que supérieur, inférieur, égal, d'accord, ça sera des contraintes numériques. Ça peut être des contraintes numériques sur le réel, ça veut dire des nombres continus, ou bien des contraintes numériques sur les entiers. Donc, quand le variable de la contrainte ne peut prendre que des valeurs entières, par exemple, sur le nombre de personnes, d'accord? Réel, ça peut être le salaire, ainsi de suite. On aura aussi des contraintes numériques linéaires, ça veut dire que quand les expressions arithmétiques sont linéaires, d'accord? Ça, c'est une expression linéaire sous forme d'une droite. Les contraintes peuvent être aussi non linéaires, ça veut dire que on a le produit des variables ou des fonctions logarithmiques ou exponentielles. D'accord? On a d'autres fonctions qui ne sont pas des fonctions linéaires. Mais on peut aussi avoir des contraintes booléennes. Ça veut dire qu'on n'utilise pas des nombres, mais on utilise des expressions logiques pour dire vrai ou faux. D'accord? Non A, non B, ainsi de suite. Donc, étant donné un CSP, sa résolution consiste à faire quoi? Résoudre un problème de CSP, c'est commencer à affecter des valeurs aux variables. Donc, de telle sorte que toutes les contraintes soient satisfaites. On introduit pour cela la notation suivante. Ça veut dire,
premièrement, on appelle l'affectation. C'est le fait d'instancier certaines variables par des valeurs. Ok? Rappelez-vous quand vous étiez en train de résoudre au 6e année des humanités les équations du second degré. Donc, vous avez une démarche pour calculer la racine carrée, le x1, le x2, vous affectez les valeurs. Donc, au travers d'une formule, vous trouvez les valeurs associées à x1 et x2 pour que lorsque vous injectez ces valeurs dans l'équation, vous trouvez la valeur finale qui est de l'équation. Pareil ici. Ça veut dire résoudre un problème de CSVT, c'est résoudre l'équation. D'accord? Mais nous n'allons pas résoudre l'équation avec une approche mathématique sur papier ou calculer la racine carrée ou résoudre les inéquations. Mais nous allons résoudre cela sous forme algorithmique. D'accord? Nous allons utiliser des algorithmes qui vont nous aider à aller chercher des valeurs pour chaque variable. On va commencer par la première variable. On va trouver une valeur qui lui sera attribuée. Une fois la première valeur est attribuée, on vérifie qu'il n'y a aucune contrainte n'est violée. On passe à la deuxième variable. On lui attribue une valeur. On vérifie que la contrainte n'est pas violée. On passe à la troisième variable au fur et à mesure jusqu'à ce que toutes les variables auront leur valeur et que ces valeurs-là seront consistantes. Ça veut dire qu'ils ne violent aucune contrainte. Donc, vous allez affecter pour chaque variable de valeur au fur et à mesure. Et par la suite, vous allez vous assurer que aucune contrainte n'est violée. Donc, une affectation est dit totale si instantie toutes les variables du problème. Donc, toutes les variables auront une valeur. Et c'est partiel si ce n'est qu'une partie des variables ont des valeurs et une autre partie n'a pas. Donc, on viole une contrainte si une valeur qui a été affectée à une variable ne respecte plus la contrainte. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas une solution. Donc, une affectation sera consistante si elle ne viole aucune contrainte et inconsistante si elle viole une ou plusieurs contraintes. Donc, on parlera des solutions. Ce sont des affectations totales, ça veut dire que toutes les variables ont leur valeur, et consistance, ça veut dire que aucune contrainte n'est violée. D'accord? Donc, le CSP, on peut le rencontrer partout, d'accord, sous plusieurs formes. Donc, le CSP peut concerner des ensembles de domaines finis et discrets. Donc, on a des valeurs qui sont déjà bien connues en avance. Ça peut concerner des problèmes où on parlera des CSP booléens, c'est-à-dire les variables sont vraies ou fausses. CSP avec des domaines continus, d'accord, des fonctions continues, l'ordonnancement par exemple des contraintes sur la durée, le temps. CSP avec des contraintes linéaires ou des contraintes non linéaires. Donc, il y a plusieurs CSP qui seront proposés. Donc, les problèmes sont étudiés de manière approfondie dans les cours qu'on appelle recherche opérationnelle. Un problème simple, par exemple, qu'on peut résoudre avec CSP, c'est un problème de coloration. On veut colorer, par exemple, une carte et nous avons que 3 couleurs, rouge, vert, bleu. D'accord? Vous devez attribuer des couleurs, mais il y a une contrainte. Quelle est la contrainte? Deux états frontaliers n'est jamais la même couleur. Donc, on ne peut pas avoir deux états frontaliers qui partagent la même couleur. On ne peut pas avoir si rouge-rouge ou rouge-bleu, vert et en plus on a bleu. On aura bleu-bleu ici. Non, ça ne peut pas marcher. Donc, pour facilement trouver une solution à ces problèmes, on doit formuler le problème sous forme de CSP. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième chose consiste à appliquer les algorithmes des CSP. Ok? Formuler ces problèmes, c'est déterminer les variables. Quelles sont les variables ici? Ce sont les villes, les États, d'accord, de l'Australie. Donc, les différents États abrégés sous forme de WA pour du Western Australia, NT pour du Northern Territory, SA pour du South Australia, Q pour du Queensland, New South Wales et Victoria. Donc, chaque lettre aura, chaque État aura une abréviation. Et les différentes couleurs doivent être attribuées à chaque région. Maintenant, comment faire? Il faut faire en sorte que la contrainte, c'est quoi? WA doit être différent de quoi? De NT. WA doit être différent de SA. NT doit être différent de SA. NT doit être différent de Q. Et Q doit être différent de NSW. Et NSW doit être différent de Victoria, NSW doit être différent de SA. Donc, vous allez lister toutes les contraintes, de façon que lorsque vous allez affecter des valeurs, les contraintes seront respectées.
Ok, par exemple, lorsque vous regardez cette affectation, on voit que toutes les contraintes sont respectées. Nous avons rouge, vert, bleu. On a rouge ici, on a vert, on a rouge. On n'a pas deux couleurs qui partagent la même frontière. D'accord? Ça, c'est une des solutions. Mais la solution n'est pas unique. Si c'est une solution unique, tant mieux. D'accord? Si la solution n'est pas unique, vous pouvez trouver d'autres méthodes aussi de coloration. Donc, pour des problèmes avec des contraintes binaires, ça veut dire vrai ou faux, avec deux variables, on peut visualiser les problèmes par un graphe des contraintes. C'est-à-dire ce modèle-là peut être symbolisé sous forme de graphes. D'accord? Vous avez la relation entre les différentes villes et les branches vont représenter les contraintes. Ça veut dire SA doit être différent de SNW, Q doit être différent de NSW et ainsi de suite. Donc les contraintes seront représentées au niveau des graphes. Un autre problème que vous connaissez tous, c'est le problème de la reine. En anglais, on appelle ça le queens. Donc vous avez un jeu, le jeu de chess qui consiste à placer des reines. Donc la contrainte est qu'on ne peut pas avoir deux ou plusieurs reines sur la même ligne ou la même colonne ou au niveau des diagonales. D'accord? Sinon, ça sera une erreur. Donc, comment on peut placer? Quand on a par exemple 4 reines, on a 4 cases, 4 lignes, 4 colonnes. OK? Chaque ligne doit au moins avoir une reine, mais évitez à ce que on puisse avoir deux reines sur la même ligne ou la même colonne. Ou, par exemple ici, sur la colonne, cette reine est seule. On regarde aussi diagonale, pareil. On passe à la deuxième ligne, celui-là est seul. On regarde diagonale, pareil. On regarde diagonale aussi ici, pareil, c'est vide. La ligne, c'est vide, lui seul et la colonne pareillement. D'accord? Donc, les variables sont des différentes reines. La lettre qui en anglais dit queen. Le domaine, c'est, on a des valeurs allant de 1 jusqu'à 8, d'accord? Et de H jusqu'à A, c'est le domaine, les différentes cases. Donc la colonne I a la valeur 4 si la reine se trouve dans cette rangée. D'accord? Une colonne, par exemple, E aura la valeur 6 si la reine se trouve dans cette rangée. Donc, contrainte pas des reines sur la même ligne ou diagonale et également colonne. D'accord? Donc, on peut être tenté pour résoudre ces problèmes. L'algorithme qui nous vient en tête, souvent le parcours en profondeur. D'accord? Je commence par un nœud et je remonte au fur et à mesure jusqu'à ce que je vais terminer tous les graphes. Ça veut dire que nous avons un état qui est notre assignation. L'état initial est vide. Donc, on assigne une valeur à une variable non encore assignée en respectant les contraintes. D'accord? Et progressivement, on évolue jusqu'à la fin. Le but, c'est d'assigner complètement et de façon consistante tous les éléments de notre graphe. Donc, comme la solution doit être complète, elle apparaît à une profondeur n si nous avons n variables. OK? Cependant, si les schémas, ici les schémas solution est sans importance. Donc, on n'applique pas cette rigueur-là. Donc, ça, c'est juste un algorithme qui nous explique comment il procède. Donc, je vous inviterai à lire dans la curiosité pour comprendre étape par étape. Mais l'idée derrière, c'est qu'on choisit le premier nœud et on évolue au fur et à mesure. Donc, si nous regardons par exemple un nouveau problème de contrainte, qui est x a des valeurs ABCD qui représentent le domaine, le 2 de A, plutôt les différentes variables, 2 de A est égal à 2 de B, 2 de C, et le domaine c'est des valeurs entre 0 et 1. On ne peut pas avoir des valeurs au-delà de 0, au-delà de 1. Donc la contrainte est que A ne doit pas être égal à B, C ne doit pas être égal à D, mais A plus C doivent être inférieurs à B. Ok? Bon, si vous avez un tel problème, par exemple, si A est égal à 0, ça veut dire B doit être égal à 1. Si C est égal à 0, D doit être égal à 1. Et si on prend 0 plus 0, c'est inférieur à 1, donc c'est bon. Donc ça, ce sont les différents tableaux en appliquant la méthode des graphes. Je commence avec rien. Premièrement, j'ai le premier élément. Je m'agrandis avec B0, là-bas B1, et j'évolue pour voir quelle est l'étape qui va nous conduire vers la solution.
Donc, l'approche précédente en utilisant la méthode de l'arbre parcours en profondeur, supposons une recherche en largeur, le nombre de branches, déjà, ça sera n fois d. D'accord? Et au prochain niveau, n-1 qui aura également des succès pour chaque nœud et jusqu'à ce que nous allons atteindre tous les nœuds. Donc, on verra du point de vue complexité, c'est coûteux. D'accord? L'algorithme ignore aussi la commutativité. Si j'ai déjà trouvé la relation entre SA et R, je dois de même déduire aussi que nous avons aussi une relation entre R et SA. D'accord? Donc, l'algorithme le plus utilisé, c'est le backtracking search. Donc, l'idée ici, c'est simple, c'est que quand vous êtes en train de colorier, lorsque vous arrivez à un niveau où vous remarquez qu'il y aura incompatibilité, vous devez stopper, faire marche arrière, retourner vers la meilleure position que vous avez laissée avant et de cette position-là, commencer encore à répéter la même chose, sauf qu'en changeant de direction. Donc, backtracking, par exemple, ici, on peut colorier. D'accord? On colorie, on arrive à ces niveaux. On sent qu'on est limité. Pourquoi? Parce que si on met le bleu ici, forcément, ici, ça va être green. Oh, il y a déjà du green en bas. Donc, ça va poser problème. Donc, ça, c'est les principes de backtracking. Donc, où vous allez prendre les éléments un par un. Bon, pour chaque élément, vous allez affecter une valeur. Vous avez vérifié que c'est consistant. Si c'est consistant, vous maintenez l'affectation. Et si vous assignez une valeur, vous devez aussi vérifier que tout va bien. D'accord? Parce qu'en cas de problème, il faut résoudre cela, le problème. Donc, c'est le problème CSP. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet algorithme? Sans l'heuristique, l'algorithme est limité. D'accord? Des heuristiques doivent intervenir pour améliorer l'algorithme. D'accord? L'une des fonctions principales, c'est comment assigner à une variable, une valeur, et que ce soit pour la première fois de la variable d'être assignée. D'accord? Donc, on doit avoir une fonction qui nous permet de retrouver des variables qui ne sont pas encore assignées et préparer cela à recevoir des valeurs. D'accord? On peut aussi améliorer en faisant des order domain value, c'est-à-dire choisir judicieusement la prochaine valeur à assigner et faire des interférences pour détecter plutôt les assignations conflictuelles. Donc, on peut au fur et à mesure colorier et vérifier qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, pour une variable donnée, choisir une valeur qui invalide le moins de valeurs possibles pour des variables non encore assignées. Donc, à côté des backtracking, on peut utiliser aussi les FC qui est le forward checking NFS. Donc, l'idée de forward checking est que nous devons vérifier les valeurs compatibles des variables non encore enseignées et déterminer la récursivité lorsqu'une variable a son ensemble de valeurs compatibles qui devient vide. D'accord? Ça, c'est la première des fonctions qu'on peut utiliser. OK? Donc, le forward checking propose l'information d'une variable assignée vers les variables en contrainte avec elle, mais ne propage pas l'effet de modification. D'accord? Nous indique seulement des variables qui seront en contradiction, mais ne propose pas l'effet de modification. On peut aussi avoir une fonction qu'on appelle arc-consistency. Au lieu de tâtonner sur les différentes valeurs que les futurs nœuds qui ne sont pas encore affectés auront, on peut déjà dire que comme
le voisin, par exemple, nous sommes dans la position, par exemple, SA, d'accord? NT a déjà la valeur bleue, WA a déjà la valeur rouge. Ce qui fait que SA, on doit déjà écarter dans SA la valeur, par exemple, bleu ou rouge. D'accord? Ça veut dire, on anticipe déjà pour les variables qui ne sont pas encore affectées. On regarde déjà les incompatibilités qu'il y aurait avec des valeurs qui sont déjà affectées. On élimine déjà des valeurs incompatibles. Ça nous permet de garder des valeurs compatibles. C'est-à-dire, on fait gagner du temps à l'algorithme. Et l'algorithme ne va plus tout comment dirais-je, tâtonner. Ok? L'algorithme ne va plus tâtonner. Donc, la consistency est la forme de propagation des contraintes la plus simple. Vérifie la consistance entre les arcs, la consistance des contraintes entre deux variables. D'accord? Pour chaque valeur de x, il existe au moins une valeur permise de y. Donc, si une variable perd une valeur, ses voisins doivent être revérifiés. Donc, le principe est que si SA perd une valeur, le voisin de SA sont quoi? Donc, automatiquement, on va essayer de propager également l'information pour réduire aussi les domaines. Ok, par exemple ici, SA, NSW va perdre une valeur, on envoie l'information au niveau de SA. D'accord? Donc ça, c'est l'algorithme aussi pour ARC Consistency, qui est un algorithme aussi beaucoup utilisé pour anticiper. D'accord? Donc, le point de vue complexité, je ne vais pas beaucoup insister parce que ces termes-là vous échappent un peu. Donc, normalement, on mesure la complexité dans l'algorithme pour savoir combien de temps notre algorithme va nous prendre. Un algorithme déjà qui est estimé de façon exponentielle n'est pas un bon algorithme parce qu'il va nous faire perdre beaucoup de temps pour le résoudre. Ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus des algorithmes avec la complexité soit linéaire, à défaut d'avoir une complexité logarithmique ou constante. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure dans cette partie? Okay? Donc, le problème des CSP sont des problèmes de recherche dans un espace d'assignation de valeurs à des variables. D'accord? L'algorithme le plus utilisé, c'est le backtracking search, qui est l'équivalent des depth first search. D'accord? L'algorithme de parcours en profondeur, seulement avec une variable assignée par nœud. Donc, à chaque étape, on assigne une valeur à un nœud. Et lorsqu'on remarque qu'il y a incompatibilité, on recule lorsqu'aucune assignation n'est compatible. D'accord? Et l'ordonnancement des variables, comment les variables seront à sélectionner ou comment les variables vont recevoir des valeurs, c'est-à-dire les assignations, d'accord, joue un rôle significatif dans la performance. C'est pour cela qu'il y a des algorithmes pour améliorer cet aspect-là. Tel que le forward checking, lui, il empêche les assignations qui conduisent à un conflit. Donc, si on remarque que cette assignation va conduire à un conflit, le forward checking va déjà éviter. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un autre algorithme, le AC3. C'est lui aussi permet de détecter les incompatibilités mais au niveau local. Donc, les méthodes les plus efficaces exploitent la structure du domaine et l'application surtout à des problèmes impliquant le redressement de tâches. Donc, ce que vous devez faire, c'est revenir ici dans la partie backtracking et travailler sur cet algorithme. D'accord? Travailler sur cet algorithme vous aidera à comprendre comment cet algorithme fonctionne et dans le cas échéant, vous pouvez appliquer ça sur votre exemple. Ok? Donc, je vais vous laisser ça pour contempler ça pendant quelques minutes et on se dira à bientôt pour notre prochaine séance.